étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes... Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Charles Bas, donc je suis chez Culturall France, qui est un réseau de chez BNP Paribas où je suis depuis plusieurs années maintenant, et donc je suis content de vous retrouver pour je crois qu'on est au 4e événement, si je dis pas 4e événement et 5e, voilà, 5e et pour tous les autres à venir. Voilà. Bonjour à toutes et à toutes, je suis Léna Bobda, je suis senior manager en audit chez Deloitte et la fondatrice du Club Afrique de Deloitte. Merci. Voilà, c'est vrai. Donc rebonjour, Benur Kabengele, je travaille à l'Agence française de développement, je suis responsable pays et je suis un des fondateurs de Cult4D, qui est le club au sein de l'AFD qui promeut la culture dans le développement, la culture de nos pays d'intervention, et majoritairement on travaille partout dans le monde mais aussi en Afrique, donc on promeut beaucoup la culture africaine et ses diasporas. Bonjour à tous. Omri Diop, je suis senior manager chez EY. Donc je représente... Donc je suis senior manager chez EY. Je suis également le président du club MAT, donc qui est un club qui promeut la diversité en interne chez EY et l'égalité des chances. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Hamza Lazouzi. Je travaille en finance chez Microsoft et anciennement Club Math avec Omri chez EY. Et je reste membre actif avec le Club Kesho. Merci à tous. Parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. On me signale qu'on est en ligne sur Internet, sur notre page YouTube et LinkedIn. Donc nous, c'est le Club Kesho. Le Club Kesho, c'est un collectif, un club qui regroupe les initiatives qui sont dans plusieurs entreprises en France. Comme vous les voyez sur les logos, là, on a Deloitte, AFD, Airbus, BNP Paribas, Corteva. Et on essaye au sein de nos entreprises de promouvoir et de travailler sur les questions de diversité et inclusion. Quand on a fait cette table ronde, on ne savait pas qu'il y aurait une actualité politique, mais cette actualité nous renvoie vraiment sur les réalités qu'on vit dans les entreprises, quand on est binationaux ou quand on a notre couleur de peau. Et donc nous, parce qu'on avait senti ces difficultés ou ces réalités, on s'est mis ensemble pour essayer de parler de ces questions. Donc tout à l'heure, vous allez avoir des personnalités qui sont en entreprise ou qui ont un parcours que nous on considère comme rôle modèle et d'autres anti-rôle modèle, parce que c'est des parcours spécifiques et très out of the box, comme on dit, et on voulait que vous puissiez parler et échanger avec eux. Mais avant, je vais passer la parole à Charles, qui a peut-être une bonne nouvelle à nous annoncer. Ouais, je ne sais pas encore, mais... en tout cas, je rejoins ce que disait Benur. Donc, on est un club créé depuis maintenant 3 ans. On se développe. On a commencé avec quelques entreprises. Aujourd'hui, au fur et à mesure et grâce à nos événements, on a réussi à récupérer et à faire adhérer de nouveaux adhérents. Et je souhaite accueillir, je ne sais pas où elle est, je l'ai vue avant. Voilà, Sarah, parce que le dernier venu ou la dernière venue de chez Kesho, c'est Bearing Point. Donc, donc déjà, ça fait plus de femmes. Donc bienvenue à Sarah et bienvenue à Bearing Point qui nous rejoint, et je lance auprès de toutes vos entreprises qu'on continue à se développer. Si vous ressentez le besoin dans vos entreprises de créer des clubs ou des réseaux dédiés à la diversité, on est complètement ouvert et on est prêt à vous accueillir. Bon. Sarah, peut-être je laisse la parole à Sarah. Bonsoir, je suis Sarah Calvados, senior manager chez Bearing Point. J'attends des applaudissements, merci. Je suis dans l'équipe Africa International Development, donc on travaille sur des sujets liés au développement du continent, et on intervient main dans la main avec l'AFD depuis de nombreuses années maintenant. Je suis ravie de rejoindre Kesho. Merci Sarah. Peut-être Léna.
Oui. Si tu peux nous dire quelques mots sur Kesho, parce qu'on a fait un bout de chemin. Bien sûr. Alors, depuis le dernier événement, le Club Kesho s'est développé. Donc, la première chose, c'est que nous avons franchi une étape, puisqu'on est devenu une association. Donc, félicitations à toutes les personnes qui ont œuvré. On peut applaudir. Le deuxième point, c'est que nous avons enfin lancé l'étude sur l'égalité, puisque l'Agence française de développement sera la première entreprise à travailler sur cette étude. Peut-être, si je peux dire un mot sur ça, donc avec le cabinet Mixity, on avait décidé, on s'était dit, c'est bien les tables rondes qu'on fait, mais après, ça serait bien d'avoir des choses ou des analyses plutôt fines et impactantes pour transformer nos entreprises. Donc, cette année, à partir de septembre, au sein de l'Agence française de développement, on va lancer une étude sur l'égalité réelle, c'est-à-dire, à compétences égales, on va comparer sur une période de 5 à 10 ans les augmentations de salaire, les promotions et les opportunités d'expatriation entre les profils dits issus de la diversité et les autres profils. Et l'idée, c'est que le management puisse avoir la réalité pour qu'elle puisse mettre des politiques correctives s'il y a besoin. Et ça tombe bien parce que je vois Aïssatou de Mixity qui rentre dans la salle, qu'on va applaudir, qui va nous accompagner sur cette étude. Et donc, l'AFD va faire l'étude pilote et les autres clubs et les autres entreprises vont faire cette étude. C'est pour qu'on sorte de tous les clichés et peut-être les non-dits, mais qu'on puisse avoir de la data pour permettre aux managers, aux décideurs de pouvoir prendre des décisions sur des faits et non sur que des perceptions. Voilà. Léna, la suite. La suite, c'était tout, puisque du coup, on a accueilli un nouveau membre. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Ah, la douloureuse. Emery, c'est notre trésorier. Je lui passe le micro. Je n'ai pas la tâche la plus facile, hein, mais bon. On va parler de finance. On va parler de finance, qui est un sujet sensible, mais qui mérite quand même qu'on fasse un petit aparté. Ce que je voulais rappeler d'abord, c'est que Kesho, comme l'a précisé Léna, on est immatriculé en tant qu'association depuis quelques mois maintenant. Donc, on va être amené à faire des levées de fonds, des appels aux dons. Donc, qui dit levée de fonds, appel aux dons, dit transparence. Donc c'est dans cette optique que voilà, on a tenu quand même à vous présenter un peu le budget de fonctionnement de Kesho et les principaux contributeurs. Donc il faut savoir que les événements Kesho, c'est des événements qu'on organise annuellement. Donc on organise 2 grands événements par an et également des actions qu'on mène en parallèle. Donc tout ça, ça a un coût. Et aujourd'hui, les plus grands contributeurs au sein de Kesho, ce sont les entreprises membres. Le budget de fonctionnement de Kesho, donc depuis 2022, on va dire les événements qu'on organise et les actions qu'on a. Donc en haut, on a les financements, donc les plus gros contributeurs, donc qui sont mentionnés, également les membres actifs. Et en bas, on a les dépenses. Donc là, en 2022, tout va bien, puisqu'on a des financements et puis on a des dépenses qui sont à la hauteur des financements. Pareil en 2023, avec les événements, qui ont un coût de 23 000 € et les autres actions qu'on mène en parallèle. Et là, le plus important, du coup, ça va être 2024, parce que 2024, on a des actions à venir. Donc, comme on l'a mentionné, Léna et Benur, notamment l'étude qu'on veut faire avec l'AFD comme pilote, le mentoring. Donc, on a plusieurs projets qui sont dans les tuyaux. Et l'événement, en l'occurrence l'événement auquel on se trouve aujourd'hui. Donc, pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que entre les financements et les dépenses, voilà, il y a un gap. Et c'est là où on voulait profiter de cet événement-là pour faire un appel aux dons aux membres, aux sympathisants de Kesho. Donc, normalement, là, c'est le moment de diffuser la slide d'après. Ah, la slide d'après. Ouais, donc ça, c'est les entreprises. Et surtout, j'aimerais bien qu'on applaudisse toutes ces entreprises-là qui nous soutiennent, qui, sans elles, Kesho ne serait pas là. On n'aurait pas de quoi réaliser les événements. Donc, vous avez le PayPal de Kesho. Donc, il y a juste à scanner si vous souhaitez faire un don. Et également, il y a le RIB de l'association. Et il faut savoir que c'est en nous soutenant que vous participez à maintenir la gratuité de nos événements. Oui, voilà. Ça, je tenais
à le dire. On a beaucoup discuté ensemble. Aujourd'hui à Paris, lorsqu'il y a des événements qui se font, et surtout avec la qualité des panélistes que vous aurez à voir tout à l'heure, il y a beaucoup d'événements qui sont payants. Mais nous, on a décidé, pour ne pas mettre une barrière, on ne fait pas payer nos événements, mais on le fait porter à nos entreprises, pour l'instant, qui sont nos seuls partenaires. Et on invite des personnes qui sont dans nos entreprises ou dans nos réseaux, parce qu'on pense que pour l'instant, le plus important, c'est d'avoir le plus de monde qui sont concernés, sensibilisés sur les questions de diversité et inclusion, et ne pas mettre l'accent sur faire payer 100 €, 200 €. Mais je vous rassure, on aura un beau buffet, un bon cocktail tout à l'heure. Voilà, donc merci beaucoup Emery. Donc merci à vous et on va commencer notre table ronde. Merci à tous. Merci à vous, je demande de vous applaudir. Alors, aujourd'hui on a la chance, j'ai pas ma petite télécommande, donc j'aimerais qu'on mette la slide qui présente nos intervenants et intervenantes. Voilà. Donc, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Madame Corinne Amaury-Brunet, qui est ambassadrice du Bénin en France. Ouais, c'est parfait avec le verre. Juste ça, au milieu. Parfait. Alors, je vais vous demander aussi d'applaudir une personne qui est venue de très loin, Mirabel Mayak. Mirabel, qui travaille chez African Investment, juste ça, parfait. Alors, donc ladies first. Après les dames, je vais vous demander d'applaudir Adama Mariko, qui est directeur exécutif adjoint de partenariat, juste ça, entre les deux dames, au sein de l'Agence française de développement. Je vais vous demander d'applaudir Monsieur Laurent Witz, de EY, juste là. Parfait. Et comme vous l'avez compris, on vient d'avoir une nouvelle entreprise qui nous a rejoint, Bearing Point. Donc je vais vous demander d'applaudir M. Jean-Michel Loué de Bearing Point. Je les invite à se mettre juste là. Voilà. Alors, nous allons commencer notre table ronde. D'abord, je vais demander à chacun de se présenter, mais avant, on avait prévu quelque chose sur des exemples, des rôles modèles ou pas rôle modèle. On a la slide. On a pris quelques exemples, je ne sais pas si vous la connaissez, Fatoumata Kébé. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une franco-malienne qui est aujourd'hui astronome et ingénieure en mécanique des fluides. Et je pose la question un peu à notre panel. Est-ce que pour vous, c'est un rôle modèle ou un anti-rôle modèle ? Sachant que le parcours peut-être si tu peux dire quelque chose. Au niveau de son parcours, vous imaginez que c'est un parcours d'excellence. Elle a fait une école d'ingénieur. Elle a grandi dans un quartier, donc je tiens à le dire, puisqu'elle a grandi en quartier. Elle a fait beaucoup d'universités publiques. Et au final, elle a terminé astronome et ingénieur. Elle est aujourd'hui très réputée. Et mis à part, bien entendu, ses compétences personnelles, aujourd'hui, elle accompagne beaucoup le développement des sciences auprès des femmes notamment et auprès des personnes issues de banlieues et de quartiers pour les intéresser. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a des pages YouTube qui parlent d'astronomie et de physique, donc c'est pas très sexy de prime abord, mais elle arrive à vulgariser ça et c'est quelqu'un qui s'investit énormément dans les sciences pour les femmes. Alors, peut-être ce que je vais proposer à la technique, c'est de mettre tous les profils qu'on avait choisis et ensuite on va laisser nos panélistes réagir. Donc, on avait Karim Si, qui avait été aussi sélectionné. On avait qui d'autre? Oui, là on a Karim Si. Prochain profil, s'il vous plaît. Alors, on avait choisi Aya Sissoko, qui est boxeuse, Mohamed Altrad, qui est chef d'entreprise, qui est, je pense, réfugié syrien, si ma mémoire est bonne. La suite, c'était tout. On en a raté au début. On peut avoir les 7 précédentes, César? D'accord. Donc là, on a choisi quelques profils
qui pour nous sont des rôles modèles ou des anti-rôles modèles, sachant que nous, dans notre entendement, pourquoi on a voulu mettre ces deux concepts un peu antinomiques ensemble. L'idée, c'était de dire il y a des parcours un peu tracés où nous qui sommes dans des grandes entreprises, on nous dit je caricature, hein, il faut faire Sciences Po, après il faut faire l'ENA, après il faut faire ça, après il faut attendre 4 ans pour avoir telle place. Et là, c'est les exemples qu'on nous montre un peu de rôle modèle. Après, il y a des gens qui ont des parcours qui sortent de l'ordinaire et on voulait un peu débattre de ça. Et donc, je passe d'abord la parole à Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup Bénur. Déjà bonsoir à toutes et tous, puisque je crois qu'on a un très beau panel principalement féminin, à défaut du premier panel de Kécho. Moi je trouve cette scientifique très sexy. Oui. Ben oui déjà, c'est la première chose. Je ne suis pas spécialement à l'aise avec le côté rôle modèle, anti-rôle modèle. En revanche, je crois qu'il faut saluer les parcours et les carrières et surtout la façon dont on renvoie l'ascenseur. Oui. Cette femme il est déjà aujourd'hui très rare de voir des femmes sur des sciences appliquées, notamment sur la question de l'astronomie ou sur les grandes technologies. On a aussi toute cette problématique autour du développement de l'intelligence artificielle et de la diversité des profils qui la programment et la codent. Quand on a une femme qui a cette envergure, qui en plus prend le temps pour faire de la pédagogie auprès des jeunes et de donner son temps pour transmettre ce qu'elle sait et certainement ce qu'elle a vécu, je pense qu'on peut dire Kick-Ass Woman est clairement rôle modèle. D'accord. Et vous, parlez-nous un peu de vous. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Alors moi, Moi, je vous connais, mais je pense que tout le monde ici ne vous connaît pas. Donc, je suis Corinne Amaury-Brunet. Je suis ambassadeur ou ambassadrice, ça dépend de... Ambassadrice, moi, je dirais. On peut faire les deux. Je suis nommée sur décret en tant que Madame l'ambassadeur de la République du Bénin en France. Je ne suis pas du tout diplomate de carrière. Je suis à ce poste depuis août 2023 et avant ça, j'étais directrice de la stratégie dans une filiale du groupe Caisse des dépôts. Et je crois que j'ai un parcours totalement atypique. Voilà pourquoi on vous a choisi. Voilà. Nous, on vous classe comme anti-rôle modèle. Atypique et certainement anti-rôle modèle. Je ne vais pas remonter à ma toute petite enfance, mais pour vous parler un peu à partir du bac, moi je commence une classe préparatoire HEC. Au bout d'un an, je trouve que c'est trop cloisonné, j'aime pas trop. Je décide d'arrêter, je travaille, je commence à goûter au marché du travail pendant 4 ans, je fais plein de postes différents, à plein de niveaux différents, du petit job étudiant jusqu'au poste d'assistanat, jusqu'à tenir une boutique de vêtements dans le 15e arrondissement de Paris. Je reprends mes études, je fais une licence affaires et commerce international. Après ma licence, il fallait choisir un master. Et puis à l'époque, moi, j'étais en CDD dans un établissement public d'aménagement du territoire. Ça me passionnait. J'avais jamais travaillé avec des grands architectes. Je travaillais avec Ports en Parc, avec Roland Castro. Pour moi, c'était un peu un rêve, l'urbanisme. Et je me suis dit, je vais pas faire mon master tout de suite. C'est quand même chouette. Je vais rester un peu là et puis je verrai après. Donc je fais mon petit contrat d'1 an. Et puis après, je me dis... c'est bizarre, j'ai quand même fait une classe préparatoire à HEC, c'était bien, mais j'ai pas fait d'école de commerce. Je vais quand même essayer de trouver une école, mais j'ai pas envie de faire une école à Paris. Je vais essayer de trouver quelque chose qui me permet d'être à la fois en France et à la fois au Royaume-Uni. Et j'ai oublié de dire que pendant ma licence, je suis aussi partie bosser pendant 8 mois au Royaume-Uni parce que j'avais besoin d'une petite pause et que j'avais réussi à le caler dans le rythme de la fac en grattant un tout petit peu sur la rentrée. Voilà, donc je pars à Londres, je fais mon master à Londres. À l'époque, je voulais rester à Londres. Je vous fais finalement tout le topo, ça peut durer longtemps, attention. Je veux rester à Londres, je commence à chercher un travail, et puis là, je trouve un poste au Japon. Ne me demandez pas comment je me suis arrangée, mais je trouve un poste en Japon. On est en février 2011. J'ai la réponse pour le poste le 9 mars 2011, et puis 2 jours après, boum, Fukushima.
Et je me dis, quand même, le Japon, déjà, je ne connais pas vraiment la culture. Enfin, je la connais, mais je ne l'ai jamais pratiquée. Et puis, ça me paraît un peu trop. Et puis, à l'époque, effectivement, le côté accident nucléaire ou atomique, ça fait un peu peur. Et donc, je me dis, je rentre à Paris. J'ai la chance de travailler dans une filiale de la Caisse des dépôts pendant 2 ans, 1 an et demi en tant que directrice de la communication. Ensuite, il y a eu Havas, c'est ça? Pas du tout. D'accord. Ensuite, je me dis, bon, j'ai fait que des PME dans ma carrière, je vous ai fait un profil quand même restreint, et je me dis, bon, j'ai 26 ans à l'époque, je crois, et je me dis, si je ne passe pas sur ce que j'appelais à l'époque le marché primaire, à savoir les grands groupes cotés, je le ferai jamais parce que je vais devenir grillée. Quand on est trop orienté PME, c'est très difficile de faire la bascule. Donc, je vise le CAC 40. Et là, je rentre à la direction générale de Publicis Group. Oui, Publicis. Sur les sujets de RSE, mais de RSE appliqué vraiment au pilotage d'une entreprise, donc sur toute la partie reporting extra-financier, toute la partie pédagogie auprès des filiales sur un marché donc de plus de 100 pays, et toute la partie aussi relations investisseurs. Je fais 5 ans chez Publicis, puis au bout de 3 ans, je m'ennuie un peu. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai essuyé, et on rentrera peut-être dans les détails de ce que ça veut dire avec ce profil-là, être à la direction générale d'un grand groupe du CAC 40 qui effectivement répond à un certain nombre de critères, à la fois dans les évaluations salariales, à la fois dans le parcours. Je rentrerai en détail, et puis après je finis par retourner à la Caisse des dépôts, directrice de la stratégie, et entre-temps je vous ai fait l'impasse sur tout mon parcours africain, puisque bien entendu toutes ces années sont ponctuées d'allers-retours avec le Bénin, où j'explore et je travaille sur différents projets plutôt en mécénat de compétences. Et puis il y a de ça 2 ans, je crée un événement au Bénin avec des amis de la promotion d'un programme qui s'appelle le programme Young Leader de la French African Foundation, où nous étions 7 Béninois, ce qui a créé une certaine émulation et une très bonne cohésion de groupe. Donc on crée un programme cette fois-ci 100% béninois pour identifier les profils de talent de la diaspora béninoise dans le monde. Ce programme est lancé par un échange avec le chef de l'État. Moi, je travaille beaucoup sur la partie contenu, logistique événementielle, et il semblerait que le travail que j'ai fourni à cette occasion-là soit effectivement... a été salué. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Parfait. Pour faire la version courte, mais qui était déjà très longue. Merci beaucoup. Non, c'était très intéressant. C'est très intéressant parce que ça permet après de rentrer sur la suite où je pense que nos amis dans la salle vont poser plusieurs questions. Donc je vais passer la parole à Adama, qui est directeur exécutif adjoint en charge de la mobilisation des partenariats et de la communication au sein de l'AFD, et qui est secrétaire général de Finances en commun. Adama, déjà les profils qu'on a vus passer, quelle est ta réaction, rôle modèle ou anti-rôle modèle, et si tu peux en profiter pour nous parler aussi de ton parcours qui est très riche, que je connais très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais juste vérifier que vous n'étiez pas endormis. Non, je suis très ravi d'être là, vraiment, et je veux d'abord saluer le travail du Club Kesho, d'abord ce partage d'expérience, je pense que c'est utile, et aussi effectivement voir de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ce sujet-là, qui s'engagent en fait, finalement. Je vais juste insister 2 secondes sur le mot s'engager, en fait. Engageons-nous tous, en fait, et puis la circonstance le veut. Donc le premier engagement, c'est d'aller voter. Donc ceci étant dit, je peux revenir à ta question. Sur les profils qu'on a vus, non, je pense qu'ils sont tous à leur niveau, là où ils sont, enfin en tout cas ceux que je connais pas tout le monde. Je pense qu'ils ont tous quelque chose d'inspirant, et à la fin, chacun se retrouve ou pas dans son rôle modèle. C'est quand même extrêmement subjectif, en fait, je pense, comme définition. On a envie de ressembler à certains, on n'a
pas envie de ressembler à d'autres. Et c'est aussi un choix personnel, je pense, à un moment donné de chacun dans nos parcours respectifs. Mais pour ce que j'ai lu sur les uns et les autres, je les connais pas tous, j'en connais certains. Mais je trouve qu'ils ont chacun à leur niveau, dans ce qu'ils font, quelque chose de différent. Et qui peut en inspirer d'autres, et quelque chose de différent qui peut aussi nous éloigner. On n'a pas envie d'aller, je pense parfois, j'ai pas envie d'être boxeur, même si j'aime la boxe. Mais voilà, je trouve que, en tout cas, il y a beaucoup de courage dans la pratique, dans la persévérance, qu'on soit sportif ou pas. Après, sur mon parcours personnel, donc je suis à l'Agence française de développement depuis 15 ans. Comme quoi, parfois, on ne voit pas le temps passer dans certaines entreprises, et l'AFD en fait partie. Je suis très fier d'être dans cette entreprise. J'y suis entré très jeune. J'ai eu la chance, avant d'entrer à l'AFD, de travailler dans le privé à Dexia. Donc j'étais dans la pire saison de Dexia, c'est quand elle faisait faillite, en pleine crise subprime. N'empêche, c'est une expérience très enrichissante en fait, parce que on voit à la fois comment les organisations essayent de s'adapter en temps de croissance ou dans des tempêtes comme ça qui les font disparaître. Donc voilà, j'ai vu en tout cas très jeune des moments très durs humainement aussi. Donc je venais d'entrer à Dexia, donc l'IFO, c'est pour ceux qui savent ce que c'est last in, first out. J'étais à peine là pendant 6 mois que ça avait commencé à couler, donc je faisais partie de la première vague qui a quitté Dexia. Et pour moi, c'était un gros moment de questionnement. Quand on est jeune à cet âge-là, on entend beaucoup de choses et puis on se perçoit soi-même, on s'imagine son propre parcours. Donc j'ai eu la chance, en fait, en finissant mes études, étant embauché dans un programme que Dexia venait de lancer. Alors le truc était extrêmement pompeux, ne m'en voulez pas, c'est pas moi qui l'appelais comme ça s'appelait le programme élu en fait. Donc à 23 piges on te dit que tu es élu. Donc avec un processus de sélection qui implique les membres du COMEX, un programme sur 18 mois où on fait 3 postes différents, dont un qui devait m'amener au Japon. Donc j'ai fait 6 mois de japonais, j'ai tout oublié après. Mais donc en gros, dans cette séquence-là, pile une des filiales qui a coulé la première, c'était la filiale du Japon d'ailleurs. Donc j'y suis jamais allé. Donc j'ai toujours pas mis les pieds au Japon d'ailleurs depuis. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est quand même un gros moment de questionnement dans sa vie quand on se retrouve à devoir quitter un job qu'on a tant voulu, qui avait tant de promesses, d'idées de progression qu'on peut se faire soi-même. Donc voilà, donc pour moi tout de suite en sortant, je suis allé à l'Agence française de développement. J'ai tout de suite essayé de lier ce que je pensais être une vocation, c'est de faire de la finance, mais dans un environnement où je sers l'intérêt public. Voilà, et que dédier de mon temps, de mon énergie, mon expertise dans un domaine où je sais que en me réveillant, j'ai une motivation qui est continue comme ça. Donc au sein de l'Agence française de développement, je suis entré par une porte, j'avais encore l'âge de faire un VIE, donc je suis allé tout de suite à Abidjan. Alors, pour ceux qui se rappellent, c'est aussi dans la période où on a entendu des balles siffler, donc j'y étais. Donc au bout de 2 ans de VI, il y a eu les élections et donc pile pendant une période douloureuse pour le pays, moi je finissais mon VI, je suis revenu en France. Donc à l'AFD, donc j'ai été embauché pour travailler à la direction des risques. Puis j'ai eu la chance de reprendre un peu mes études en même temps. Je suis parti donc à l'île de la Réunion. Pour finir directeur adjoint de l'agence là-bas. Je suis retourné au siège. Et en fait, comme ça, j'ai pu évoluer entre un travail plutôt opérationnel sur le terrain, un travail au siège sur des métiers aussi support, donc qui m'a permis un peu de diversifier mon profil entre des fonctions plus de la pratique ou plus aussi dans la finance, les opérations. Aujourd'hui, donc, je suis directeur exécutif adjoint de la mobilisation des partenariats. Donc, en fait, mon job, c'est plus de parler aux autres. Donc, j'essaie de moins voir mes collègues de l'AFD et en fait de voir
les partenaires avec lesquels on peut continuer à mieux travailler ensemble. Alors je voudrais juste finir par discloser un truc, et là j'en veux un peu à Emery. Tu as passé beaucoup de temps sur la slide, mais t'as pas, en fait tu as confondu budget et compte en fait. Donc l'année n'est pas finie, et l'AFD bien sûr contribuera naturellement aux événements que font. On peut applaudir quand même. Merci beaucoup Adama. On passera aux questions plus précises pour vous titiller sur vos parcours et sur la thématique. Je voulais passer la parole à Mirabel, qui est venue de très loin, Mirabel Mayac, qui est venue de très loin, qui a pris son avion, qui a atterri ce matin. Mirabel Mayac, qui travaille pour Africa Investment Intelligence. J'ai mon anglais et mon accent nigérian, là, je sais même pas il vient d'où, je suis pas d'origine nigériane, mais voilà, African Investment. Est-ce que Mirabel, tu pourrais nous parler de toi et nous dire quel est ton positionnement par rapport à rôle modèle, anti-rôle modèle? Voilà. Bah, merci beaucoup déjà, merci pour l'invitation et bonsoir à tous et à toutes. Je suis un enfant issu d'un mariage entre une femme allemande et un père camerounais. Et continent. Exactement. Et mon premier mot était lettre de crédit parce que mes parents ils parlaient tellement du business à la maison que j'ai appris lettre de crédit avant de dire papa et maman. Donc ma vie, j'ai passé ma vie entre le Cameroun et l'Afrique francophone à jouer dans les ports de l'Afrique francophone parce que mes parents ils tenaient un business import-export. Donc il y a des week-ends que je passais avec ma grand-mère allemande, comme je pouvais passer du temps avec des cousins qui habitent à Cergy-Saint-Christophe, comme je pouvais aller au village au Cameroun, quelque part au fin du village, avec ma grand-mère camerounaise. Et rôle modèle, anti-rôle modèle, j'ai trouvé ça mignon et c'est vraiment profondément une idée très francophone, très française. Je ne suis pas du tout française et je dois dire que peut-être que les mentalités vont évoluer parce que c'est vraiment un ancien modèle. Donc là, je suis vraiment devenue très anglaise. Donc en Angleterre, il n'y a pas ce modèle-là. Donc la réussite, c'est une réussite après... un parcours ne doit pas nécessairement se faire dans l'histoire classique, grandes études, etc. Il y a énormément d'entrepreneurs, donc du coup, je suppose que je suis un anti-rôle modèle. Je pense aussi. Mais est-ce que tu peux nous parler encore plus de qu'est-ce que tu fais au quotidien aujourd'hui ? Alors, je travaille pour un cabinet britannique et nous, on est focus Afrique francophone subsaharienne. Et on fait tout ce qui est due diligence, donc diligence raisonnable. Donc nos clients sont la plupart anglais, allemands, suisses, et eux, ils sont soit dans une transaction, soit ils veulent y aller, soit ils ont commencé un business. La plupart, quand ils viennent vers nous, 50%, je dirais, sont déjà tombés sur leur nez ou ils se sont cassés le bras. Dans une transaction, donc ils viennent vers nous pour avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire une décision transparente et avoir autant de transparence possible. Nous parlons des marchés informels, 99% dans les marchés subsahariens francophones sont informels. Et quand on est assis à London, Berlin ou même à Paris, on n'est pas au courant de ce qui se passe à Kinshasa, à Lubumbashi, etc. On n'a pas assez d'informations. Donc nous, on fait toutes les vérifications pour qu'ensuite, ils peuvent prendre des décisions avec beaucoup de confiance. Merci beaucoup, Mirabel. Je demande d'applaudir pour Mirabel. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Laurent Witz de EY. Pour qu'il nous dise aussi rôle modèle, anti-rôle modèle, qu'est-ce que ça inspire et nous profiter pour nous parler de son parcours. Ok, je vais commencer peut-être par mon parcours. Oui. Donc moi je suis un quinquagénaire, je suis un homme, je suis marié, j'ai des enfants, donc je suis hétérosexuel. Je suis associé chez EY, je suis diplômé de l'école polytechnique et des ponts et chaussées, donc je suis un rôle modèle.
À la française. À la française. Très, très rôle modèle. Je pense Bon, que voilà en fait, pourquoi on avait voulu que vous soyez présent aujourd'hui. Après, quand on creuse un peu plus les choses, il faut aller au-delà des apparences. Moi, je suis originaire du nord de la France, dans un pays où on parle un patois que 20 millions de Français ont vu aller au cinéma. Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis. Je suis fils d'agriculteur. Ma mère était adjointe municipale à l'action sociale dans un village où il y avait 30% de chômage. Moi, en terminale, je voulais faire médecine. C'était mon rêve. Et puis, j'ai eu un professeur de mathématiques qui me dit « Oh, il faut faire une prépa ». Quand je suis arrivé en prépa, moi j'ai dit bon, j'aimerais bien faire l'école d'ingénieur qui était à côté de chez moi. On m'a dit non, mais vous savez, l'école polytechnique, c'est possible. C'était possible à l'époque. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Et donc, quelque part, si je reviens, et je commençais par moi pour évoquer un peu, sans avoir la prétention de me comparer aux personnes qui ont été présentées avant, moi, ce que j'ai vu dans les différentes personnes et dans les différents parcours, j'ai vu, on va dire, d'abord des valeurs qui les ont amenés à se développer, une certaine forme de constance dans ces valeurs, une certaine valeur dans laquelle je me retrouve, de l'excellence. Deuxième, de l'audace, la capacité à changer de parcours. Je l'ai vécu à plusieurs reprises durant l'ensemble de ma carrière, parce qu'effectivement, un ingénieur qui devient associé chez EY, c'est quand même pas habituel. Et puis, il y a un troisième aspect, et c'est ce qu'on regarde souvent quand on regarde dans le rétroviseur. Au bout d'un certain temps, et je pense qu'à 55 ans, on peut commencer à regarder dans le rétroviseur, même si on se fait peur, c'est la chance. Et donc, il y a aussi cette notion de chance que j'ai pu voir effectivement dans un certain nombre de parcours qu'on connaît plutôt mieux que d'autres. Je pense notamment à Moed Altrad, dans lequel effectivement, il y a un moment, il y a des rencontres. Des rencontres. Et qui font effectivement, qui sont un peu game changer. Merci beaucoup. À vous entendre parler, c'est vrai que un parcours atypique aussi, ou peut-être dans une période où je le cache bien. Ouais. Je le cache bien. Ouais. Non, mais très 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 atypique. Merci beaucoup. On va passer la parole au dernier venu, donc au Burning Point, Jean-Michel Loué. Si vous pouvez aussi nous parler de votre parcours et de votre point de vue sur rôle modèle, anti-rôle modèle. D'abord, merci beaucoup, Ménmur, merci pour l'accueil. On est ravis, avec Sarah, Olivier, qui sont là, de faire partie de Kesho et de vous soutenir. On a bien compris les messages du trésorier, ça ne rigole pas ici. Juste avant, on était tous ensemble dans une petite salle à côté, on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils entendent par rôle modèle ou anti-rôle modèle? Donc en fait, on est tous en pleine impro depuis tout à l'heure. Mais la question, en fait, est intéressante. J'aime bien les différents profils que vous avez présentés, et je pense que le bon alliage, c'est peut-être à la fois anti-rôle modèle et rôle modèle. On peut être anti-rôle modèle parce qu'on ne fait pas les parcours classiques et qu'il y a des moments de sa vie, professionnelle ou autre, il y a des ruptures, des changements. Et même les gens qui paraissaient plus classiques, on en a tous eu. Et c'est cette dimension anti-rôle modèle. Et par rapport à la question initiale qui était, faut-il être dans les grandes entreprises pour réussir? Non, il y a des petites entreprises, des PME, des ETE, des entrepreneurs, des gens qui commencent dans des domaines culturels, créatifs, sportifs. Donc honnêtement, oui, l'anti-rôle modèle, c'est bien d'avoir ça parce que ça fait un peu trop linéaire. C'est bien aussi d'être rôle modèle, mais dans le sens comme l'a décrit Madame l'ambassadrice, au tout début, c'est le parti, je vais prendre l'anglais, du give back. Vous y êtes arrivé, vous avez réussi, à un moment donné, le bon rôle modèle, c'est celui qui sait redonner. Via des associations, via des formations, etc. Donc je pense qu'il faut être capable de jongler entre les deux, anti-rôle modèle et rôle modèle. Alors pour ma part, un peu comme je pourrais passer pour celui qui est le plus classique dans son parcours, mais quand j'y réfléchis, j'ai peut-être deux moments anti-rôle modèle. Si je fais référence aux études de Bourdieu et de tout ce qui est en France très marqué, et plus que dans d'autres pays, qui est la reproduction sociale au niveau scolaire, je suis un peu anti-rôle modèle. Mon père a commencé à travailler à 14 ans, ma mère à 16. Je suis le premier de la famille à avoir un diplôme. Et je suis né dans le département et vécu le département le plus pauvre de France. Donc, comme quoi... tous ceux qui terminent associés dans un cabinet ne sont pas nés dans le 16e avec des parents archi-diplômés. Donc là, j'ai peut-être assez jeune un peu été en rupture par rapport au modèle classique.
Et le deuxième moment, c'est que j'aurais pas dû être ici, parce que moi, l'Afrique, c'est quelque chose que je voyais de loin. Les 10 premières années de carrière chez France Télécom, chez Price, puis chez Bering, j'étais très loin de l'Afrique. Chez Orange, j'ai lancé les SMS. En tant que consultant, le Wi-Fi en France et après l'iPhone. Donc rien à voir avec l'Afrique. Et comme tu le disais, à un moment donné, dans la vie, on peut avoir de la chance. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un client un jour qui m'a dit « Tiens, je viens de prendre un nouveau poste, je suis directeur marketing d'Orange pour l'Afrique. J'y connais rien, fais-moi un audit du réseau de distribution des filiales d'Orange en Afrique. » Et j'ai découvert le continent, au-delà du touriste. C'était il y a 15 ans, 16 ans même maintenant. Et j'ai découvert, j'ai dit « Mais c'est formidable, ce qu'on peut y faire. » Et j'ai pas commencé par les pays les plus faciles, c'était le Mali et le Botswana. Donc là, c'est pas la carte postale classique qu'on a. Et j'ai découvert des gens, des cultures, un mode de travail qui n'est pas ce qu'on a en Europe. Je suis revenu en France, j'étais déprimé. Et j'ai commencé à dire dans ma boîte, ça serait bien si on pouvait développer cette activité que personne ne voulait faire. Et c'est comme ça que c'est né. Et quelque part, je reviens à ton point, j'ai eu la chance ce jour-là d'avoir un jour un client qui m'appelle pour me donner cette petite pitchinette, parce que sinon, aujourd'hui, 15 ans après, je ne serais pas avec vous en train de partager ces bons moments. Donc pour ça qu'il faut alterner l'anti et le rôle modèle. Merci beaucoup. Je pense que c'est une belle conclusion sur cette introduction parce que ça nous permet vraiment de voir que rien n'est écrit, figé. On peut avoir des parcours qui changent de voie, qui changent de route et aussi l'apparence d'une personne ou l'école qu'elle a fait sur son CV ne détermine pas sa vie au quotidien ou son histoire familiale. Et je pense que c'était important pour nous d'avoir ces éléments. Et donc, je veux peut-être demander à Mad, est-ce qu'on a notre petit minuteur pour passer à la deuxième partie des questions? On a brainstormé avec des amis, donc on a des questions spécifiques pour chacune et chacun d'entre vous. Je vais commencer avec Monsieur Laurent Witz. Est-ce que vous avez des exemples chez EY de, comment je peux dire, des politiques de diversité qui ont eu des impacts sur des personnes ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire de concret chez EY? Alors moi, Umri m'a préparé mon texte, donc je vais éviter de le lire. On va résumer. Mais non, c'est normal, c'est le trésorier, c'est un garçon très sérieux, vous l'avez tous remarqué. Non, je pense qu'en fait, et je vais le faire, on va dire, a cappella, et surtout, je vais parler de toi, donc c'est plutôt une bonne idée. Des politiques, oui, on en a. On en a beaucoup, mais on part d'abord du postulat que tous nos collaborateurs sont un peu des autodidactes en la matière. Donc chacun des collaborateurs arrive chez nous avec une notion de l'inclusion et de la diversité qui est assez, qui n'est pas acquise. Et donc le premier aspect, c'est en fait, grosso modo, tous nos collaborateurs, on les forme. On les forme à cette sensibilité à la diversité, à l'inclusion, etc., etc. Parce que pour nous, c'est fondamental. La relation notamment, on va dire, avec les femmes, notamment dans l'entreprise, où, j'allais dire quelque part, même les vieux comme moi, il faut les rééduquer, parce qu'on a eu des mauvais réflexes quand on était plus jeune. Et donc tout ça, ça fait partie, on va dire, des éléments qui sont fondamentaux. Ensuite, dans les programmes, on en a beaucoup. J'en soulignerai un qui est pas récent, et auquel moi à l'époque je faisais partie du comité opérationnel d'assurance, donc nos métiers de l'audit chez EY. Je pense que c'est aux alentours des années 2010-2011. C'était juste après, on va dire, la crise qu'on avait, la crise financière qu'on a pu avoir, qui avait été assez douloureuse sur le plan RH chez EY, où en fait on s'est dit on va innover en matière de parcours de carrière chez nous, et on a lancé à l'époque les formations diplômantes chez nous. Et donc, et en fait, quand on a lancé les formations diplômantes, le modèle classique quand on rentre chez EY, c'est on est diplômé Bac+5 d'une école. Au bout de 2 ans, effectivement, on passe chargé de mission et on a un parcours qui est rectiligne, en fait, qui est comme celui-ci. Et en fait, on s'est dit, on allait chercher des collaborateurs différents qu'on va rechercher effectivement dans différents endroits, on va dire, de proximité en Ile-de-France. Pas forcément dans les lycées du 16e, pour revenir là-dessus, pour leur amener, on va dire, sur un parcours plus long, à être diplômés d'expertise comptable. Et en fait, quand on a lancé cette expérience-là, on s'est dit, alors au début on est les premières générations, deuxième génération, on s'est dit on va avoir des collaborateurs qui vont partir plus vite, en fait.
En fait, non. Parce qu'on n'a pas réussi à se débarrasser de Emery déjà, donc c'est quand même le premier bilan. C'est qu'effectivement, derrière ce parcours-là, on a réussi effectivement à créer des choses un peu différentes. Il n'y a pas qu'Emery qui est dans cette génération, on va dire maintenant, de collaborateurs qui sont restés chez nous et qui ont réussi effectivement à apporter une autre forme d'excellence. Et donc cette rencontre, on l'a eu avec Emery, on l'a eu avec d'autres, et donc ça c'est super. D'ailleurs sur cet aspect de diversité, on en fait aussi beaucoup de buzz sur nous en interne. Il y a une campagne qui a lieu. D'ailleurs Emery est à nouveau, on va dire, sur les écrans. Au four et au moulin. Donc voilà. Et donc ça c'est pour cultiver la diversité dans toutes ses formes en fait. Là j'ai parlé de diversité de parcours, mais aussi c'est les diversités de genre, d'origine, et puis aussi j'allais dire sur tous les aspects. Le deuxième aspect qui est, on va dire, important sur la diversité, il fait partie, on va dire, des valeurs fondamentales d'EY, et notamment c'est l'esprit d'équipe. En fait la notion d'inclusion, elle vient naturellement du fait, et ça a toujours existé, du fait que tous les collaborateurs font partie à un moment d'une équipe ou de plusieurs équipes. Et donc c'est dans cette nécessité de créer une équipe qu'en fait l'inclusion en fait fait loi. Et donc c'est là où ça me paraît important de le souligner dans notre façon d'aborder le sujet. Parfait, merci beaucoup. Alors Mad me fait signe sur cette deuxième partie de questions. Mad, c'est l'ingénieur de la team, il est de chez Airbus. Donc il a chronométré 3 minutes par personne sur la deuxième séquence. Donc là, on est les élections en fait, c'est ça, c'est pareil. C'est les élections, c'est le débat, ouais, d'accord, ok. Donc parfait, merci beaucoup. Non, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'une entreprise française peut faire concrètement. Et vous avez donné votre exemple de EY où on prend des collaborateurs, on leur donne des formations diplômantes. Du coup, je m'aurais passé la parole à Mirabel, qui vient d'un autre monde, un monde un peu anglo-saxon. Allemagne, Grande-Bretagne. Quel est ton regard ou ton avis sur la manière dont en France on traite ces sujets, ton ressenti? Et sens-toi libre de nous dire, peut-être de faire une comparaison avec les réalités que tu vois dans le monde anglo-saxon. Là, on a un exemple concret d'une entreprise française qui agit. Quel est ton regard ou qu'est-ce que toi, tu observes de l'autre côté? Bon, je vais essayer d'être diplomatique. On a une ambassadrice à côté, donc je pense que c'est... C'est ma sœur, attention. En fait, je trouve que tout le modèle français est très outdated. Donc ça fait vraiment 1923. C'est la belle époque. En fait, ce qui me dérange un peu dans la discussion, c'est... en fait, on parle de la diversité, tout ça. J'ai un peu l'impression que c'est un peu du vent très chaud. Et tout à l'heure, vous avez parlé de financement, etc. Aujourd'hui, je pense que 10% de la population mondiale des étudiants sont africains. Je pense que c'est... il y a 152 000 étudiants africains en France. L'aide de développement et globalement pour l'Afrique, c'est 54 milliards de US dollars. Et la diaspora, nous, enfin chacun d'entre nous, on arrive en 2022, nous avons envoyé 100 milliards plus que US dollars. Plus que toutes les organisations. C'est arrivé exactement là-bas. Nous sommes tous, tout le monde dans cette salle. Nous avons tous des parcours peut-être différents, mais ce qui nous rend aussi spécial au jour d'aujourd'hui, dans un monde qui change autant, où la géopolitique est tellement importante, etc. Et les Européens s'isolent comme une île. Nous avons tous des compétences incroyables, des compétences dont il faut aujourd'hui, en fait, dans un monde qui change autant. Nous sommes les véritables ponts de l'Afrique. L'Europe-Afrique, nous savons faire la traduction interculturelle, nous savons changer, on peut aller aujourd'hui je peux aller à Keene et je deviens quinoise, je reviens à Paris, je deviens parisienne, peut-être pas parisienne, mais je deviens londonienne. Donc on sait changer les choses. Souvent entre nous, il y a des gens qui ont peut-être grandi dans une cité, donc je sais parler dans la cité comme je sais parler à Paris, dans le 16e. Donc au club Kécho. Tout à fait.
Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi ces deux entreprises ici, donc j'ai regardé un peu vos sites, votre comité, franchement, diversité, la même chose chez vous, c'est pas très top. Après, oui, dans le leadership, middle management, oui, là, vous aimez bien placer des gens comme nous pour dire qu'il y a de la diversité. Mais là où les décisions se font, il n'y a pas de grande diversité, c'est toujours... On va laisser Mirabel finir. Donc, dans un monde comme aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi EY, aujourd'hui, vous devrez même dire non, c'est nous qui allons payer. Nous sommes Paris, BNP, toutes ces entreprises très françaises. Normalement, c'est vous qui devez payer pour que ces clubs-là existent et vous apprenez vite fait, très vite, à mettre des gens de couleur dans vos comités exécutifs. Parce que sinon, ça reste que du blablabla. On va laisser Laurent réagir et on va continuer. Je suis très étonné par ce type de remarques. Parce qu'en fait, dans mon rôle... C'est la première. Non, mais relax. C'est pas très grave. Je trouve qu'en fait, ce côté, on va dire, j'ai une lecture qui est très ciblée sur un endroit, me paraît, on va dire, vous regardez que le doigt, en fait, et vous regardez pas ce qui est démontré. Moi, en fait, dans mon rôle, j'ai un rôle global, notamment sur le développement, sur tout le volet ESG, etc., au niveau mondial. La semaine dernière, on était à Francfort pour le développement de cette activité-là. En fait, la diversité, elle était dans cette salle. Donc, c'est bien, effectivement, de spotter un management français. Mais en fait, c'est pas ça, en fait, la réalité d'EY. La réalité d'EY, elle est, on va dire, à travers sa diversité. Mon patron, au niveau EMEA, il est indien. Celui avec qui je dialogue tous les jours, il est sud-africain. Donc, en fait, grosso modo, cette diversité-là et ce commentaire-là, je le comprends pas, parce que c'est pas ma réalité business de tous les jours. Alors, je vais en profiter, ça fait une belle transition pour passer la parole à Adama, qui... à ton avis, comment les entreprises françaises peuvent gérer ce sujet-là? On a une entreprise comme EY qui a des actions claires. On a une vision un peu anglo-saxonne qui trouve ce qui est fait verre à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend. Comment toi, qui es dans un poste exécutif d'une entreprise en France, tu penses que ces sujets peuvent être adressés et gérés? Je pense que la question est un peu mal posée, parce que centrer le débat en France, parce qu'on est en France, c'est un peu réducteur, en fait, je pense. Je ne vais pas défendre EY. En l'occurrence, on parle d'EY France, mais EY, c'est une boîte internationale. Tu trouves EY au Japon, comme aux États-Unis, etc. Et tu prends une boîte française ou un cabinet d'audit français, etc., tu les amènes chez EY, ils disent tu nous as amenés dans une boîte anglo-saxonne. Donc c'est quand même très relatif, je trouve. Tu prendrais quelqu'un de l'AFD, tu l'amènes chez EY, il va être peut-être perdu, parce que on n'a pas les mêmes cultures d'entreprise, et tu vas dire à l'AFD qu'on est dans une boîte très administration française, ce qui me dérange moi personnellement, parce que c'est quand même des boîtes qu'il faut faire bouger, et je pense que l'histoire n'est pas la même selon les entreprises et comment tu les vis. À l'AFD, on a 85 nationalités, mais beaucoup d'entre elles sont dans leur pays en fait, et très inconnues du siège de l'AFD en France. Donc oui, on peut ressentir un problème quand on est au siège de l'AFD. Je le ressens en tant qu'Africain. J'ai grandi à Dakar tout le clair de ma vie et fait mes études à Paris. J'ai eu la chance de travailler à l'international et au siège. Oui, il y a des boîtes qui, dans leur dynamique, évoluent. Alors, je suis d'accord avec ce que tu disais, Mirabel, c'est que non, dans ces boîtes-là, le mot diversité est encore un peu trop cosmétique, pour être très franc. Parce que chacun d'entre nous dans la salle a sa propre histoire de ce qui peut relever d'un plafond de verre, de ce qui peut relever d'une incompréhension culturelle, etc., etc. Et c'est là où on tombe dans le problème français. Voilà. C'est en France que quand tu es noir, ou arabe, ou hispanique, etc., ou quand tu as un accent, ce qui va peut-être compenser, c'est ton diplôme. Est-ce que tu es intelligent, enough pour être dans le... Donc ça, pour le coup, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est un sujet qui nous, je parle
pour la partie africaine du débat, parce que je pense que des collègues qui viennent du Brésil ou autres, en Chine ou autres, qu'on a à l'AFD peuvent ressentir le même problème. En fait, on a fait de la clé de la réussite ce sujet du diplôme. Ce n'est qu'en France où, moi j'ai assisté à des conseils d'administration dans des boîtes un peu partout dans le monde, en tout cas, où en fait le français, pardon, ça n'a rien à voir avec vous, mais cinquantenaire, etc., va rappeler son diplôme. Alors qu'il est au conseil d'administration d'une boîte d'une CAC 40. Qui s'en fout du diplôme? Je veux dire, toutes les personnes qui sont autour de la table ont effectivement un parcours qui fait qu'ils ont été suffisamment en capacité d'avoir une vision stratégique pour être cooptés dans un conseil d'administration. Et pourtant, on va vouloir se valoriser par... Voilà, moi j'ai fait l'ENA, je suis de la promo X68, et du coup, si le voisin n'est pas X-Pont, alors parfois, pardon, encore une fois, c'est pas vous, hein, c'est juste, je pense que, non, mais vraiment, c'est pas du tout, mais je pense que c'est un vrai sujet, en tout cas, français. Et du coup, moi, dans la discussion rôle modèle ou pas rôle modèle, je me suis moi-même pris au piège, et je l'admets, où en fait, je me suis retrouvé à un moment de ma vie où je me dis, ok, on va peut-être aller refaire une petite formation sur ça, pour un peu empiler les diplômes. C'est plus un conseil que je donne aux jeunes. Si moi je dois citer mes rôles modèles, c'est tous les potes avec lesquels j'ai passé des nuits, des week-ends à essayer d'entreprendre, à faire des boulots de start-upper, etc. C'est là où j'ai plus apprécier le temps et l'intellect que j'ai mis dans des sujets. Même si, à l'AFD, j'ai été sérieux, fait mon boulot, ça m'a permis d'avoir des belles promotions, mais c'est pas là où je pense que intellectuellement, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont inspiré et qui ont fait de moi aussi un complément. Et ça, c'est essentiellement des gens qui sont en dehors des entreprises, souvent des Africains qui aussi montent leur propre, ou d'autres origines, parce que culturellement il y a cette similarité-là. Et du coup, pardon, juste je finis sur ça, je pense qu'un sujet qui est très important, c'est effectivement comment on veut soi-même transmettre et casser ce discours-là, casser cette dynamique. Parce que quand même, c'est une dynamique très française. Donc je le dis d'autant plus que parfois, quand des gens m'approchent, ou me contactent sur LinkedIn, ou m'écrivent, ou qu'on se voit, etc., etc., je donne systématiquement de mon temps pour les recevoir. C'est assez systématique. Je suis venu plusieurs fois dans les discussions du Club Kécho. Je m'intéresse souvent en posant juste la question aux gens sur ce qu'ils font, etc. Je pense que parfois aussi, il faut dire la réalité de ce que l'on vit dans les entreprises, parce que parfois les gens essentialisent un peu ce que l'on dégage, pensent que c'est tout rose et que c'est effectivement ça peut être automatique d'entrer dans ces schémas-là, ou veulent répliquer le schéma qui vous a permis d'y accéder. Et ça, je pense qu'il faut pas se mentir, c'est pas évident. Il y a une grosse part de chance. Il faut quand même le dire aux gens, et surtout, il faut apprécier de donner du temps et de la chance aux autres. Mais quand même, on a un problème français, ça faut l'avouer, qui. Alors, je suis pas sûr que ce soit mieux dans des pays anglo-saxons, parce qu'il y a aussi d'autres réalités, ou que ce soit mieux dans des pays lusophones ou autres, mais je pense qu'en tout cas, où qu'on soit, il faut donner un peu plus de temps et essayer d'améliorer les conditions des autres. Merci beaucoup Adama. Je vais passer la parole à Monsieur Way, Jean-Michel Way, pour qu'il puisse nous dire aussi, donc là on est sur Bearing Point, on a parlé d'EY, comment au niveau de Bearing Point vous adressez ces questions, et c'est un sujet où quelle est peut-être la réaction par rapport à l'échange et au sujet tel qu'il a été posé? D'une part, je pense qu'il faut aussi distinguer grande entreprise, TI et PME. Là où je suis entièrement d'accord avec vous, quand on prend les grandes entreprises françaises et qui travaillent en Afrique, quand on regarde même leur CODIR Afrique, leur COMEX ou autre, c'est très blanc, cinquantenaire, Rome, etc. Je suis président de la commission digitale du CIAN, qui est l'association qui réunit les entreprises françaises qui investissent en Afrique. Il a un conseil d'administration, alors c'est plutôt informel, enfin, c'est formel, mais ils se réunissent 3 fois par an. C'est les 24 plus grandes entreprises qui ont chacun un siège. Moi, j'ai voté contre les dernières élections parce que, incroyable, le nombre de femmes avait doublé. C'était passé de 1 à 2 sur 24. Des Africains au CA, 3, 4 sur 24. C'est sûr que des grandes entreprises. Je pense qu'il y a quand même chez elles suffisamment de diversité pour dire on ne va pas faire un CA de l'association qui réunit les grands groupes français en Afrique, essentiellement hommes et blancs. Malheureusement, ça prend encore du temps à perforer.
Donc ça là-dessus, c'est aussi une réalité. Alors, surtout chez Bearing Point, je me pose la question, parce que moi, mon grand chef, alors c'est pas africain, je suis désolé, il se prénomme Hugh Mars. Ah non, c'est pas le seul. Il s'appelle Hugh Mars, il est né en Iran. Nous avons d'autres membres du comité de direction qui sont pas d'origine européenne. Juste pour donner 2-3 chiffres, Bearing Point, c'est pour ça que je dis 5 entreprises de ETI. Oui ? Question. Juste une petite question, parce que chez Bearing Point, donc, nous avons 43% de la diaspora en France sont dans les études des écoles, études supérieures, c'est comme ça qu'on dit. Donc dans tous ces 43%, il fallait trouver quelqu'un qui n'a aucune expérience Afrique pour faire le business de l'Afrique, c'est ça ? Non, parce que je pense qu'à l'époque, ceux qui étaient, moi mes collègues qui étaient déjà plus gradés que moi, qui étaient d'origine africaine, ils n'avaient pas forcément envie de faire du business en Afrique. À un moment donné, on n'avait pas à les forcer. Mais il y a aussi des gens qui travaillent en France, qui sont d'origine ou leurs parents d'origine africaine, qui ont envie de développer une activité en France. Et ça, on ne peut pas le reprocher. Tout comme vous avez raison de dire que certains, je pense, entrepreneuriat de la diaspora veulent aller faire des choses en Afrique. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus catégoriser les gens et leur dire parce que tu as telle origine ou supposé, tu es obligé de toujours retourner là. Enfin, moi, j'ai des collègues qui sont d'origine et des associés qui sont d'origine africaine. Ils ne sont pas forcément intéressés par faire du business en Afrique. Et c'est leur choix, et je ne vais pas leur reprocher. À l'inverse, j'ai des gens dans mes équipes qui ne sont pas d'origine africaine et qui sont intéressés à faire du business en Afrique. On ne va pas leur interdire. J'en suis le premier exemple. Et voilà. Mais on ne va pas forcer les gens à le faire. Il faut une certaine liberté pour ça. Et si je prends le cas de Bearing Point, on est 6000 en tout. Hein. Oui. On est présent dans une vingtaine de pays. Et nous, il y a 2 critères qu'on regarde. C'est combien de nationalités en tout on a. On est présent dans 20 pays, on a 88 nationalités différentes, donc un peu plus qu'à l'AFD. Et après, l'autre vrai critère, c'est dans chaque pays, combien de consultants n'ont pas la nationalité du pays. En Belgique, combien il y a de non-belges, en Allemagne, combien de non-allemands, etc. En moyenne, c'est 17%, et en France, on est à 32%. C'est le double de l'ensemble. C'est-à-dire qu'un tiers de nos équipes n'ont pas la nationalité française en France. La première nationalité, c'est français, pas compliqué. La deuxième, c'est marocain. C'est aussi pour ça, et là, quand on regarde comment on redéveloppe aussi le lien avec l'Afrique haute, quand on a ouvert, il y a une dizaine d'années, une quinzaine maintenant, le bureau du Maroc, c'était aussi en se disant, en France, la deuxième nationalité, on a 38 nationalités différentes sur les 1000 consultants français. La deuxième, c'est marocain. Et notamment à cause des études, parce qu'il y a une vraie volonté du Maroc d'aller chercher, de faire des formations, notamment ingénieurs, mieux qu'en France d'ailleurs, pour les jeunes femmes en ingénierie. Et bien on s'est dit, il y aura sûrement des consultants qui vont commencer leur carrière en France et qui seront un jour intéressés par revenir au pays. Aujourd'hui, moi, la moitié de mon bureau, enfin 80% du bureau du Maroc, ce sont des gens qui ont commencé en France et qui ont voulu revenir au Maroc. Et quand je regarde mon management du bureau du Maroc, c'est 80% des gens qui ont commencé chez Bearing Point, des Marocains, et qui sont revenus au Maroc. Ok. Merci beaucoup Jean-Michel. Ça fait une belle transition avec cette prise de parole de Madame l'ambassadrice, parce que de tout ce que j'ai entendu, on parle de ce qui se fait en France, de ce qui se fait en Afrique ou ailleurs. Vous étiez en France ? On peut considérer que vous êtes allé en Afrique, mais vous avez encore compliqué la démarche parce que vous êtes allé en Afrique tout en restant en France. Et donc, qu'est-ce que toute cette discussion vous inspire ? Et déjà, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir fait ce choix de retourner pour travailler pour le Bénin ? Alors, je vais répondre à cette question et après je vais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je voulais que le prochain chapitre de ma vie professionnelle soit africain et soit béninois. Je me suis retrouvée au Bénin à Paris. Je prends quand même. Mais la volonté était vraiment de me dire, j'ai passé les 15 premières années de ma carrière à servir des entreprises principalement françaises. J'ai fait mes armes, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai dû faire preuve de beaucoup d'agilité pour, moi j'appelle crack the system, parce que je n'ai jamais été là où on m'attendait. Je suis souvent passée par la fenêtre ou par le Velux ou par la toute plus petite trou de souris et j'ai dû faire mon parcours. Et puis je me suis dit, si je prenais tout ça, et aussi cette agilité de pouvoir interagir avec beaucoup de typologies sociales, dans beaucoup de géographies différentes, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays, le Bénin ?
Et voilà. Et maintenant, juste, je reviens pour réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. Et Mirabel, tu as commencé en parlant de certains chiffres. Moi, je crois, et j'ai bossé sur les sujets RSE, ESG, donc beaucoup de sujets diversité. Je me suis occupée du réseau de femmes du groupe Publicis. C'est comme ça que j'ai commencé à aller travailler à Cotonou dans une des agences de notre réseau. Je crois que la diversité, c'est avant tout un atout business. Full stop. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos métiers, qu'on soit dans la distribution, qu'on soit dans la finance, qu'on soit dans le conseil, on sert des marchés multiculturels, multigéographiques, avec des gens qui ont des parcours très différents, que ce soit du parcours académique, que ce soit des parcours de vie, et que le fait qu'un comité de direction soit aussi multiculturel et soit une représentation de la réalité des marchés qu'on sert, ça permet juste de faire mieux, de faire plus vite et de faire plus efficace. Ça, c'est la première remarque. Et après, effectivement, il y a tout un socle réglementaire en France, en Europe, qui incite à la diversité. Mais à la fin des fins, à the end of the day, quand on prend une décision dans un board pour la diversité, c'est souvent orienté vers le business. C'est la même chose sur l'environnemental, c'est la même chose sur la gouvernance. C'est comment les entreprises sont en capacité d'être plus agiles, plus justes. Voilà, c'était juste le point que je voulais soulever. C'était important aussi d'avoir la donnée. Et pour répondre à la question, j'ai répondu déjà ? Non, pas encore, ou pas assez. Pas assez. Sur le switch France, Bénin, pourquoi ce choix ? Est-ce que moi je voudrais vraiment plus vous creuser sur ça, parce que je pense que dans la salle il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que peut-être si je démissionne de l'AFD, que j'allais à Kinshasa, peut-être j'aurais une carrière plus florissante que. J'ai pas démissionné. C'est ça, donc c'est des types de questions. C'est des types de questions que nous on se pose. Mais déjà c'est l'envie. Je crois que tout part d'une envie. J'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de contribuer à l'histoire qui s'écrivait et qui s'écrit encore au Bénin. J'avais envie de contribuer à la dynamique de transformation. Moi, ce que j'ai pu vivre en conduite du changement à l'échelle d'une entreprise, quand j'ai vu le président actuel, Patrice Talon, vouloir la mener à l'échelle d'un État, je me dis waouh, il est fou, on y va. Et je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Parce que... mais au sens très positif du terme, c'est-à-dire que d'avoir cette vision-là, de voir mener ce chantier, d'avoir la capacité, pas uniquement d'avoir une vision, mais d'avoir aussi la clairvoyance de son opérationnalisation et de pouvoir participer à ça, de pouvoir mettre à profit ses compétences, de pouvoir se dire qu'il est possible de faire face à la diversité ici en Europe, mais de faire aussi la même chose de l'autre côté. Moi, je suis béninoise de par ma mère, je suis métisse, mon père est français, mes parents se sont rencontrés au Bénin parce que mon père, plutôt que faire son service militaire, a décidé d'être volontaire international. J'ai le teint clair, je m'appelle Corinne Brunet, et je suis aussi un objet de la diversité de l'autre côté, mais je trouve que nos parcours sont pas aussi... tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas binaire, et qu'on a plein de choses à apporter dans un sens comme dans l'autre, et vraiment j'ai une chance inouïe, j'en suis consciente, de pouvoir apporter ma contribution à la dynamique béninoise aujourd'hui, et j'ai osé. Bien sûr, ça fait peur demain quand on m'a dit « Écoute, Corinne, tu vas être nommée ambassadrice du Bénin en France », sachant que, pour vous faire un petit point sur la diplomatie béninoise, l'ambassade du Bénin à Paris a un rayonnement régional, c'est-à-dire que c'est la seule représentation alors, c'est l'Europe continentale, on va dire, mais moi, en tant qu'ambassadeur, je vais être accréditée dans plusieurs pays. Donc, en fait, je vais avoir un portefeuille déjà européen. Mais je suis arrivée avec une logique privée, c'est vrai, je suis arrivée avec une logique en me disant, ok, quel est mon payroll, quels sont mes objectifs, quelle est ma zone géographique, et je vais essayer d'avancer en m'appuyant sur les compétences qui ont fait mon succès dans le privé, et surtout en restant aussi à l'écoute d'un nouvel environnement qu'est la diplomatie, que je ne connaissais pas. J'apprends tous les jours, j'apprends de mes collègues diplomates, j'apprends de difficultés qu'on peut avoir dans un secteur privé comme on peut l'avoir au niveau d'un gouvernement. On ne travaille pas de la même façon.
Voilà, il faut oser. Moi, dans tous mes postes, j'étais pas celle qu'on attendait, et puis j'ai fait mes preuves, et j'ai avancé, j'ai cassé des idées préconçues. Quand il fallait négocier on parlait tout à l'heure d'égalité salariale, je crois. Souvent, on doit aller craquer la grille salariale quand on n'a pas le diplôme qui vous donne tant, mais quand finalement notre valeur ajoutée, notre création de valeur est la même, il faut aller toquer, Au début, c'est dur, mais il faut le faire, il faut pousser les portes, mais il faut aussi beaucoup observer avant pour savoir comment on craque le système. On va craquer les systèmes. Alors, on me fait signe, on va passer aux questions. On a une vingtaine de minutes, donc je vais vous demander d'être concis, de poser des questions. On va essayer de poser des questions à tous les membres de notre panel. Peut-être ce micro, je vais prendre les premières questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nos amis qui sont en ligne ont des questions également? N'hésitez pas à écrire ou poser des questions. Mad, il y a des questions en ligne? Vas-y. Alors, j'ai une qui s'appelle Grégory Louba Dewam qui dit qu'effectivement... tu veux parler un peu plus fort? Qui verse dans le sens de Mirabel en disant qu'en France, effectivement, il y a toujours ce plafond de verre et que la promotion n'est pas la même dans les grandes entreprises. Et quelle chance de promotion et quelle action proactive ces constats d'inéquité a été faite. C'est-à-dire qu'on constate qu'effectivement, dans une entreprise, il y a une équité selon ses origines, la diversité. Qu'est-ce que, en tant que leader dans cette grande entreprise, on peut faire pour pouvoir changer les choses? D'accord. Je ne sais pas si on peut prendre cette question. Alors, je vais peut-être demander à M. Witz, qui est manager d'une entreprise, quand il y a des réalités qui sont constatées, qu'est-ce qu'on peut faire? Ensuite, Adama, peut-être, qui pourrait aussi répondre. Alors, je pense qu'on a parlé de différents aspects qui me paraissent importants. Il y a d'abord le poids de la régulation, ça c'est sûr, qui force effectivement la diversité, mais moi je rejoins plutôt la logique du business. Pourquoi je suis là? Je pense que Emery est venu me chercher parce que à la base je suis aussi le père fondateur du Club Math. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2015? Un peu comme mon ami, je me suis retrouvé à la tête, on va dire, du desk Afrique, notamment parce que j'avais pas mal de clients en Afrique et que on a beaucoup de bureaux en Afrique. Nous, EY est présent dans plus d'une centaine de pays. Et j'avais des clients à servir en Afrique et des clients africains qui travaillaient avec la France. Bon, très bien. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, comme dans tout cabinet de conseil, c'est toujours une galère pour staffer les gens, quoi, pour trouver les consultants, etc., etc. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce qu'en fait, des collaborateurs qui travaillent pour moi en Afrique, j'en ai beaucoup, qui aiment beaucoup travailler en Afrique, qui ne sont pas tous effectivement afropéens, comme j'ai appris l'acronyme, le mot il n'y a pas très longtemps. On va faire une session, on va inviter tous ceux qui aiment l'Afrique à une soirée, et puis on va voir ce qui se passe. Il n'y a pas eu beaucoup de bouche à oreille, il y a eu 300 personnes. Et là, je me suis dit, il y a une émulation collective qui se naît justement à travers... donc on était toutes 2000 à Paris, donc 300 personnes, c'est quand même beaucoup. Il y a une émulation collective qui est née à ce moment-là. Dans nos cabinets de conseil, on a deux actifs principaux. D'un côté, on a les clients, de l'autre côté, on a les collaborateurs. Et je me suis dit, cet actif-là, il faut l'entretenir dans cette dimension des amis de l'Afrique et de ceux qui ont envie d'aller faire du business en Afrique, d'aller faire des missions en Afrique. Et c'est comme ça que le Club Math est né. Le Club Math, j'en suis l'un des pères fondateurs, mais je ne suis pas le père de Club Math. Le Club Math, en fait, les pères fondateurs, c'est les gens comme Emery, c'est les gens comme Hamza, Salim, à l'époque, etc. Et c'est eux qui ont porté, on va dire, le Club Math, qui a à la fois un volet, on va dire, EY Business Oriented, mais pas tant que ça. Il a d'abord un volet qui est être heureux ensemble et être heureux chez EY ensemble. Et donc ça, c'est j'allais dire, comment on stimule à la fois le volet business et le volet, on va dire, aussi plaisir. Après, il ne faut pas se tromper. On disrupte pas complètement les entreprises comme les nôtres. Moi, je dis toujours, pour faire un associé, il faut 15 ans. Donc, aujourd'hui, effectivement, pour arriver effectivement à avoir un associé, à avoir toute la diversité que l'on veut, il faut une génération au moins. Donc on peut imprimer des choses, on peut changer des choses. On l'a fait notamment sur la cooptation des femmes. Mais à un moment donné,
C'est comme quand on voit des entreprises qui disent, qui doivent essayer de respecter la loi, qui disent qu'il faut recruter autant d'hommes que de femmes, et qui recrutent que des ingénieurs. Il n'y a que 20% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. On fait quoi des 60% d'hommes? On les met directement à France Travail? Non, c'est impossible. Donc il faut réussir à trouver, on va dire, les leviers pour pouvoir justement, sans créer de rupture, il en faut de la rupture. Parce que si on ne change rien, on ne fait rien. Mais je dirais, grosso modo, on a besoin de ça. Alors, Adama, peut-être. J'ai vu que Mirabel voulait aussi réagir sur cette question, mais Adama, déjà, sur la question de qu'est-ce qu'on fait, on peut faire en entreprise lorsqu'on constate des inégalités. Là, ta casquette de directeur exécutif adjoint. Je pense qu'il y a une réalité, c'est que les entreprises recrutent en fonction de leurs besoins. Tu ne crées pas des besoins quand tu n'en as pas. Et tu veux faire tourner ton entreprise, c'est encore plus vrai quand tu es dans un business commercial. Et en fait, les gens trouvent du travail parce qu'ils matchent des compétences et l'entreprise va pas... Alors c'est plus vrai dans les grandes entreprises, hein, ce que je dis là. C'est encore... Je pense que dans des PME, il y a d'autres réalités. Mais des grands groupes sont un peu plus agnostiques, je pense. Dans leurs critères de sélection, ils ont des compétences, ils les alignent. Et effectivement, on peut trouver de plus en plus de gens qui ont des profils diversifiés, africains ou pas, encore une fois. Maintenant, il y a quand même une réalité. C'est que quand moi je regarde, et je regarde aussi un cas que je connais au sein de l'AFD, il y a certains métiers où on a un facteur de concentration de gens qui viennent d'une diversité, y compris africaine, que ce soit maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. Les métiers de l'informatique, les métiers du back-office, etc., c'est souvent les métiers les moins bien payés. Et parce que justement, il n'y a pas de vivier de recrutement ou de l'audit. J'en parle aussi, mais c'est vrai. Donc en fait, il n'y a pas de vivier, disons, très large, et comme c'est des métiers en plus qui tournent et avec beaucoup de turnover, ben en fait c'est là où on se retrouve avec un gros facteur de concentration, etc. Et on retrouve dans ces conditions-là des personnes qui sont surdiplômées par rapport à la fonction qu'ils occupent. Et ça pose d'autres questions de décrochage, de promotion, etc., etc. Donc, il faut effectivement ouvrir les yeux et ne pas nier cet effet-là. C'est quand même souvent l'usine. Hein. Moi, quand je prends le cas de l'AFD, dans les directions opérationnelles où on fait les projets, dans les agences, dans les pays, ou même les ingénieurs, etc., il y a moins de diversité qu'à la direction financière où j'ai été directeur et j'ai vu dans le back-office. Là, pour le coup, il y a des collègues dans la salle qui sont... Mais pour le coup, on croise beaucoup de personnes d'origine africaine. Donc, comment on fait ? Je pense qu'il y a la réglementation, effectivement. Donc à un moment donné, il faut une volonté politique très vaste, etc. Mais il faut aussi que dans l'entreprise, qu'on se rende compte quand même que c'est dans l'intérêt de l'entreprise, quoi, que d'à la fois de recruter, et une fois qu'on a recruté, c'est de promouvoir. Alors, je fais juste un truc un peu plus macro. Les entreprises françaises, globalement, qui, dans un débat international dans lequel on est sur les marchés publics, en Afrique en l'occurrence, comment la position des Français sur les opérations financières et autres, il y a quand même un sujet. Quand je regarde les boards des grands groupes anglo-saxons ou internationaux, ils ont compris deux trucs. Que lorsqu'ils ont des filiales en Afrique, ils nomment des Africains dans les directions. Donc ils s'arrangent quand même pour bien mettre quelqu'un qui connaît le tissu local, etc. C'est moins vrai pour les entreprises françaises, ce que Jean-Michel a évoqué tout à l'heure. Et deuxième chose, sur les gens qui les conseillent, dans les conseils d'administration, on voit beaucoup d'entreprises, soit américaines ou anglaises, qui finalement vont prendre des personnalités africaines en Afrique qui ont eu des grands parcours d'anciens ministres, etc., ou qui en fait, à un moment donné, se retrouvent sans job, et ils vont leur dire, viens dans mon conseil d'administration, parce que aussi ces gens-là peuvent leur amener un insight important. Et je pense juste, pardon, je clôt sur ça, mais typiquement, la connaissance des territoires et des réalités, donc le job de Mirabel, là, de décoder pour que les gens ne se plantent pas. Moi, je ferai plus confiance quand c'est un Africain qui a travaillé en Afrique que quelqu'un qui me le fait depuis le bureau parisien parce qu'il sait screener de la donnée sur Internet, etc. Voilà.
Non, mais c'est très clair. Merci beaucoup, Adama. Et ça fait une transition avec Mirabel. Je voulais que tu puisses réagir parce que là, il y a Adama qui a donné un point de vue très concret sur un choix qu'il peut faire. Mais j'ai entendu aussi, c'est que Laurent a parlé aussi sur le fait générationnel, parce que même quand on décide de mettre une politique, nous, ça nous concerne. Parfois, on est impatient, on veut que les choses se fassent demain ou après-demain. Mais il y a un temps. Est-ce que toi, par rapport à ce temps, ce mouvement-là qui est fait, qui est une réalité du côté francophone, comment tu le sens plutôt dans les réalités que toi tu vois? Est-ce que c'est des décisions qui sont prises très vite ou le facteur temps est un facteur important pour toi? Ok, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets. Essaye de tirer ce que tu trouves le plus pertinent pour toi. Okay. Et ensuite, on va passer à la question de la Donc salle. déjà, à la base, je suis dans la logique du secteur privé business. Donc quand je critique, entre guillemets, une politique que je vois très souvent, la politique peut-être des expats qui est en train de mourir aussi. Donc les entreprises les ont bien compris. Donc ce n'est pas un problème. J'adore. Intéressez-vous à l'Afrique ou à un pays, ou quelqu'un qui est au Cameroun peut s'intéresser au Japon ou au Brésil. C'est normal. C'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Après, moi, les dossiers qui sont sur mon bureau, c'est souvent des dossiers, à 50%, c'est parce qu'ils sont partis dans leur comfort zone. Comfort zone, ça veut dire nous faisons un business en Afrique, on va employer quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui est proche de notre culture, et donc c'est leur chemin classique. C'est la même chose, surtout dans la politique, secteur public. L'équivalent de la AfD en Allemagne, c'est c'est la GIZ, c'est ça, ouais, GIZ. Donc là, c'est 1844. Et en fait, souvent, ils ont tendance à prendre des gens. Et quand on est dans une logique business, on veut des résultats, on veut avancer, on a besoin de chiffres d'affaires, on a besoin de tourner. C'est souvent des investissements importants, donc on a besoin d'un return ou un retour d'investissement. Donc mettre quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique, qui va tomber sur des choses très simples, qui va pas comprendre les faux documents et tous les magouilles qui sont derrière, ça va ralentir le business. Et justement, qu'est-ce que en tant qu'entreprise française, qu'est-ce qu'on signale au monde, qu'est-ce qu'on signale à toute la diaspora qui arrive à envoyer autant d'argent, qui est très doué, qui est éduqué, qui sait faire, qui sait naviguer entre deux différents lacs. Donc, qu'est-ce qu'on signale en 2024, qu'est-ce qu'on signale à toute cette diaspora extrêmement talentueuse si on n'arrive pas à les inclure dans le business avec l'Afrique? Moi, je reste toujours dans la logique business avec l'Afrique, Europe. Et donc, qu'est-ce qu'on signale? C'est vraiment un signe très nul, je dois dire. C'est 0, comment vous dites les notes en France? 0 sur 20 pour la France. I'm sorry. Merci Mirabel. Alors, on va prendre les deux dernières questions. On prend une question là, une deuxième là, et je vais laisser le panel répondre et on va conclure. Allez-y. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Alors, Mimi Touré, coprésidente du réseau Cultural France BNP Paribas. Alors, j'avais une question pour chacune des personnes du panel. Vous avez toutes des parcours d'excellence qui sont presque hors normes, même s'il y a de plus en plus de personnes issues de la diversité qui font des études, qui atteignent le bac+5. Donc on pourrait se dire que ça devient la norme. Et vous assimilez beaucoup cette question de rôle modèle avec l'excellence. Et je voulais vous demander, comment vous faites pour intégrer aussi les profils normaux qui ne sont pas comme vous, des profils d'excellence? Comment vous faites pour les protéger? Et qui plus avec le contexte politique qu'on connaît, comment vous vous engagez à protéger aussi bien les rôles modèles issus de la diversité que les profils dits normaux dans vos entreprises? Alors, je vais demander peut-être à Jean-Michel de réagir et ensuite à Madame l'ambassadrice. Je pense que de toute façon, il faut être capable dans les entreprises d'avoir une politique, d'une part,
où l'on met les bons capteurs pour s'assurer qu'on ne crée pas des phénomènes d'inégalité, et ce qui était un peu à des points précédemment évoqués, et les capteurs doivent être assez fins. C'est-à-dire qu'on met souvent dans les entreprises très facile de sortir les 3 KPI qui vont bien, mais on ne veut pas aller chercher celui qui fait mal. Je vais vous donner un exemple tout simple. Alors là, c'est pas sur la nationalité, mais homme-femme. Dans le cabinet de conseil, on se voulait s'assurer que dans les promotions, tous ceux qui ont fait du conseil ou de l'audit savent qu'il y a beaucoup de promotions dans les premières années, qu'il n'y ait pas une défaveur entre les hommes et les femmes. Parfait, les chiffres étaient bons, le KPI, génial. Et j'ai demandé, regardons un sous-KPI. C'est pas les promotions, c'est ce qu'on appelle chez nous les fast-track. Fast-track, c'est quand on saute à grade, ceux qui vont plus vite. 90% des hommes, 10% des femmes. Mais tant qu'on n'avait pas regardé ce chiffre-là, on ne se rendait pas compte du problème. Donc un moyen aussi d'éviter des inégalités, c'est d'avoir les bons trackers et pas de se contenter des ceux de premier niveau qui sont assez basiques. Et l'autre, je vois que le temps passe, l'autre dimension importante, pour toute personne issue d'une diversité, c'est aussi de tuer des stéréotypes. Peut-être que les cinquantenaires en ont, les jeunes de 20 ans aussi en ont, y compris sur leur propre capacité à faire. J'ai raconté une anecdote, enfin pas très glorieuse, enfin moi qui m'a un peu scotché. Cette année, dans mon équipe, j'ai eu un des jeunes consultants, donc jeunes, moins de 30 ans, qui n'était pas content de son augmentation, tout ça. Et un de ses arguments, c'était « Ah, j'ai été moins bien augmenté à cause de ma nationalité ». Alors je suis tombé de ma chaise, enfin heureusement j'étais assis. Je lui ai expliqué « Non, ça ne marche pas comme ça chez nous, je te rassure ». Mais quelque part, le fait qu'il se soit posé la question, je me dis « Ouais, on a encore du progrès à faire ». D'où peut-être je fais une transition, d'où c'est qu'on essaie de faire avec le Club Kécho, d'organiser des enquêtes sur l'égalité réelle au sein des entreprises pour avoir des bons trackers. Je ne sais pas si le micro est là, si souhaite réagir à comment on protège ceux qui ne sont pas des rôles modèles peut-être comme vous, mais qui c'est des héros du quotidien, je peux dire. Oui. Oui, on est vraiment sous l'ethnie. Oui, sur la. Oui, voilà. Alors, j'ai du mal à savoir ce que c'est qu'un profil normal, mais moi je crois beaucoup qu'une entreprise, une organisation, une ambassade, c'est un collectif de personnes et chacune a son rôle pour que la machine fonctionne. Qu'on soit au niveau du board, qu'on soit au niveau des équipes support, ou qu'on soit, je ne sais pas, bon, les rôles sont différents en entreprise. Normal, je ne sais pas. Donc on a tous une contribution au système et il est du rôle du manager ou du dirigeant de préserver chacune des positions dans son entreprise pour que le tout fonctionne. Et j'aimerais juste faire un tour. Et je vais vas-y, 30 secondes. Sur la question des diasporas, donc moi je suis néo-ambassadeur depuis 1 an et je sais qu'un de mes sujets, et ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de réussir à rallier la diaspora béninoise à la dynamique actuelle dans le pays et pas que. C'est-à-dire que je crois que chaque Béninois est un ambassadeur de son pays et c'est en valorisant les entrepreneurs qu'on a en France, en Allemagne, en Angleterre, c'est en essayant de les connecter avec ce qu'on fait sur le sol béninois au niveau entrepreneurial, au niveau industriel, qu'on arrive vraiment à changer les choses. Voilà. On va prendre la dernière question. Et vas-y Adama, rapidement. Peut-être on prend la dernière question, ensuite je vais faire un dernier tour de parole pour clôturer. Allez-y. Ok. Alors moi c'est Nathalie Richard, je suis la CEO de SEO London. Nous sommes une organisation caritative, vous connaissez qui aide les jeunes. Nathalie qui est arrivée ce matin de Londres aussi, merci cet beaucoup. Après-midi de Londres, qui aide les jeunes surreprésentés à pouvoir intégrer les cabinets d'élite comme Goldman Sachs, la banque, la finance, etc. Et donc ma question, je connais les deux systèmes, le système britannique, le système français, je constate qu'il y a beaucoup de différences entre les deux systèmes en termes de diversité. Donc j'aimerais savoir, vu tout ce qui se passe dans le monde politique en France aujourd'hui... Allez voter dimanche. Quel serait l'impact? Est-ce que ça va nous avancer dans tout le monde de diversité ou est-ce qu'on risque d'avoir un peu de retard, enfin de reculer? C'est ça ma question. Je pense que cette question, ça va être une belle conclusion parce que j'aimerais vraiment que tout le monde puisse réagir sur ça et peut-être dire un dernier mot si vous aviez un message que vous n'avez pas pu passer. Adama.
Je vais commencer par la première question tout à l'heure. Oui. Pour moi, il y a aussi dans la diaspora, on a un biais en fait. On a un biais cognitif, peut-être qu'on partage tous. C'est que parfois, quand on est nous-mêmes diplômés, on a, je pense, une perception élitiste de la diaspora, en gros. Je m'explique. Quand on vient d'Afrique ou d'Europe, etc., c'est déjà un step que d'aller étudier en France. Qu'on vienne à l'université d'Evry, comme moi là où j'ai commencé, voilà, ou qu'on aille directement en prépa puis à Polytechnique ou à HEC, on a ce biais déjà de positionnement qu'aller étudier en France, c'est élitiste. Puis au sein de cette diaspora éduquée, on a un deuxième biais élitiste, c'est quel diplôme, quelle école, etc. Et en fait, on est une minorité dans cette diaspora-là. Alors, on peut, nous, rester dans notre petit verre à se dire, à se jauger, à se comparer, mais le plus gros de la diaspora africaine, dont les remittances, effectivement, développent le pays, c'est nos tontons du bled, en fait. C'est nos tontons qui sont dans les foyers, etc., etc. Je pense qu'il y a aussi un biais de perception quand on est dans les entreprises, comment les gens nous perçoivent. Quand on est diplômé, qu'on a fait de bonnes études, etc., en France ou aux États-Unis, tout de suite, on projette quelque chose sur nous. Et c'est ce qui est dérangeant, en fait. C'est l'essentialisation de ce que l'on renvoie. On suppose qu'on est d'une élite africaine, nantie, fils d'ambassadeur, etc. Moi, les gens ont eu cette perception de moi, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, si je leur explique qu'en arrivant en France, j'ai dormi chez les tontons du foyer, voilà, pendant des mois, avant de trouver une chambre universitaire, que j'étais beau. En fait, je raconte même plus cette histoire-là, parce que pour moi, c'est pas le sujet, en fait. Et ça doit pas. Donc, juste pour revenir sur ce truc-là, je pense que donc le sujet de rôle modèle par rôle modèle, effectivement, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a un truc qui nous a différenciés. Et c'est peut-être ce parcours-là où on se dit, on s'est battu contre quelque chose pour arriver là où nous sommes. Et ça, effectivement, moi, je veux bien le dire pour permettre aux gens d'y croire. Et les exemples qui m'ont le plus plu, c'est quelqu'un que j'ai connu comme ça quand j'étais VI, qui était lui comment on appelle ça, en service, pareil, service, je sais pas, jeune, quelque chose en Côte d'Ivoire. Il n'était pas VI dans une entreprise, mais en fait, il se posait une question de qu'est-ce qu'il ferait de ses études parce que sorti d'une banlieue française, etc. etc. Et franchement, d'une discussion toute bête, basique, raconter son histoire, dire où est-ce qu'on en est passé. Quelques temps après, des années après, il m'écrit. Il a fondé son entreprise et il a repris ses études, etc., en me disant que ça m'a inspiré, ça m'a donné envie, etc., etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on change de la position dans laquelle on est ? Moi, je suis extrêmement vigilant et c'est pas que pour les Africains. Je pense que dans la diversité, il faut aussi, je veux dire, un jeune blanc qui vient de quelque part en France, qui juste est intelligent, qui a son petit diplôme de l'université Paris 8, je le traite de la même façon que du gars de Sciences Po ou de la fille de LSI. Enfin, il n'y a pas de sujet, en fait. Il est à l'AFD, il fait bien son job. Et c'est là où, en fait, on doit avoir cette responsabilité-là de sélectionner sur différentes choses que sur l'aspect du diplôme. Oui. Mais, pardon, juste sur l'ambiance dans ce moment, et après je... Oui. Sur l'ambiance. Et je pense que le risque, ce qui pointe au nez de la France, c'est pas c'est de garder en fait ce dont ils ne veulent pas. C'est ceux qui n'ont pas le choix que de rester en France. Ceux qui ont le choix, qui ont la capacité, c'est un peu nous, en fait, la partie élitiste de la diaspora. Moi, demain, me barrer ailleurs, parce que j'ai mes diplômes, je serai recruté au Japon, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui cherchent parce qu'ils ont des... Enfin le Japon. Enfin le Japon. Je prends bien cet exemple-là, parce que je connais par exemple la CFAO, ils ont racheté... les Japonais ont racheté CFAO, ils ont commencé à africaniser. Je pense qu'il y a d'autres boîtes comme ça, qu'elles soient françaises ou ailleurs, qui recherchent des Africains bien diplômés, qui ont envie d'aller bosser en Afrique, ou en Asie, ou ailleurs, pas forcément en Afrique d'ailleurs. Et en fait, c'est ça que la France va perdre. Et qui accessoirement sont binationaux. Donc avec le passeport français, on sera mieux recruté d'ailleurs ailleurs. Pour encore repréciser la question de Nathalie, donc si je comprends bien, et ça va être aussi votre mot de conclusion, par rapport à l'ambiance ou aux résultats qu'on pourrait avoir après dimanche, les 2 dimanches, est-ce que ça pourrait impacter vos politiques diversité ou si ça impacte ces sujets en France, comment vous pourrez vous positionner ?
Voilà, je pense que je suis un peu fidèle. On va commencer peut-être avec M. Witz et on va conclure. Oui. Je suis incapable de commenter la politique, à part vous dire comme tout le monde d'aller voter. Et je dirais le deuxième commentaire que je ferais, c'est qu'on est, nous, riches de notre diversité. Donc, comme d'autres l'ont précisé, j'ai évoqué le Club Mat tout à l'heure, on a 70 nationalités en France, dans notre cabinet à Paris. Hein, donc, cette diversité, elle est, j'allais dire, elle est à la fois naturelle, l'attractivité de notre cabinet, et en même temps, on en a aussi besoin. Notamment pour tout un tas de bonnes raisons qui peuvent exister, parce qu'on peut avoir certains secteurs d'activité qui nécessitent, on va dire, une pluralité de langage, par exemple. Donc on est riche de cette diversité. Et donc j'espère que quelle que soit l'issue du scrutin, on pourra conserver, on va dire, cette politique, cette ouverture auquel, effectivement, on est plutôt enthousiaste à l'avoir, quoi. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour vous demander l'applaudissement. Corinne, un dernier mot et peut-être une réaction. Est-ce que dans 2 semaines, quoi qu'il arrive, l'engagement sur la diversité, comment le Bénin va réagir? Je travaille avec la France. La République du Bénin travaille avec la France. On travaille dans toutes les conditions. Donc c'est déjà d'une, je ne commande pas la politique française et je ne suis pas sûre que la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui au cœur du Bénin sera impactée par les résultats des élections législatives françaises. Et voilà, peut-être pour, je ne sais pas... De conclusion. Et peut-être la conclusion, c'est il faut créer son destin aussi. Je veux dire, si vous êtes dans un système qui ne vous traite pas à votre juste valeur, il y a plusieurs questions à se poser. Malheureusement, il y a aussi une question à se poser à vous-même, c'est est-ce que vous avez fait les bonnes choses? Est-ce que vous avez toqué aux bonnes portes? Et si vous pensez avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir pour pouvoir évoluer, il faut sortir, il ne faut pas attendre, il faut aller chercher ailleurs. Il faut voir ce que vous pouvez créer aussi chez vous, sur votre terre. Il faut voir ce que vous pouvez vous associer. Il faut entreprendre, il faut avancer. Il ne faut jamais rester bloqué. Moi, vous pouvez applaudir, hein. Je crois que voilà, tous les postes où j'ai été, encore une fois, je crois que j'avais normalement sur le papier rien à faire là. Mais je me suis dit, je crois que je peux. Et j'ai avancé. Et donc il faut aussi faire ça. Il faut contourner ce qui vous bloque. Il faut sauter les barrières. Parfait, merci beaucoup. Je vais vous demander aussi d'applaudir Adamant. On ne l'a pas fait tout à l'heure. Il avait déjà conclu. Non, je vais peut-être demander à Jean-Michel d'abord de réagir. Et ensuite, on va finir avec Mirabel qui a un avion dans 1 heure. Voilà, Jean-Michel. 2 réactions, peut-être une première par rapport à ce que disait Adama, et je suis d'accord avec lui, il faut éviter les effets de biais. Quand on se regarde ici, surtout dans un lieu aussi beau, on a beaucoup parlé de la diaspora qui avait beaucoup de diplômes, c'est pas toute la diaspora. Et puis peut-être un sujet pour une de prochaines conférences, parce que moi c'est aussi quelque chose que j'ai vu parfois en témoin, mais en Afrique, c'est la perception de la diaspora en Afrique de ceux qui n'ont pas eu la chance dans la diaspora et qui parfois peuvent avoir aussi un regard critique. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un vrai sujet. Et sur ton autre question, mon camarade espère que ça ne va pas changer la politique d'EY. Moi, je l'espère pas. Je vous confirme que cela ne changera pas la politique de Bearing Point, quoi qu'il arrive dans 15 jours. Et que ce n'est pas un espoir. Moi, c'est une certitude. Et ça, c'est clair. Et peut-être qu'on va un jour découvrir que les entreprises peuvent être un 5e pouvoir et parfois contrebalancer des décisions politiques qui sont ce qu'elles sont, mais peuvent être aussi un pouvoir de contrebalance, comme ça l'a été aux États-Unis à certaines périodes. Mirabel, mot de conclusion. Merci pour ce soir. Je ne peux pas commenter sur la politique française. Je suis dans la politique allemande, donc j'habite à Londres, donc c'est très compliqué. Mais j'aimerais bien vite fait revenir à la question de la dame, Madame Touré. C'était une question, ça m'a choquée.
Et c'est quelque chose que je retrouve très souvent, pas seulement en France, déjà dans la diaspora, nous sommes éduqués. Ces histoires de c'est les tontons, c'est très fini. 43% aujourd'hui de la diaspora sont dans des études supérieures. Et quand on parle de la diaspora africaine en Allemagne en 2 générations, contrairement aux Turcs qui sont aujourd'hui entre 3 et 6 millions, qui sont restés dans le blue collar work, donc c'est tout ce qui est ouvrier. Les Africains aujourd'hui en Allemagne, nous sommes en 2 générations, nous sommes sautés dans la classe moyenne. Nous avons 8000 ingénieurs camerounais seulement, camerounais. Après, vous rajoutez les Nigériens, d'origine nigérienne, etc. Nous avons 4 maires, nous avons des politiciens. Et quand je regarde la France, c'est la même chose. Je vois des maires, je vois des docteurs, je vois des personnes en charge, je vois des entrepreneurs. Nous avons beaucoup plus d'amour pour le risque. Mais en fait, ce qui nous manque, c'est la confiance. Parce que nous sommes restés avec la mentalité de nos parents qui sont arrivés, qui ont peut-être fait des métiers moins bien payés, donc il fallait rester calme, on n'est que des invités. Non, aujourd'hui, beaucoup on est né en France ou en Angleterre. On est afro-européens, autant africains et européens. Voilà. Et nous avons toutes les compétences, nous sommes beaucoup plus talentueux. Nous avons toutes les compétences pour survivre dans un monde comme aujourd'hui en 2024. Donc j'espère que quand on rentre aujourd'hui, qu'on va rentrer avec la couronne, avec la confiance camerounaise. Et merci beaucoup. Merci. On va applaudir. Donc je vais vous demander d'applaudir vraiment nos intervenants pour ce moment. Notre conférence se termine. Je vais vous inviter à aller de l'autre côté pour le cocktail et la petite ambiance que DJ Evra va nous mettre tout à l'heure. Et je vais inviter nos panélistes à aller au photocall pour qu'on fasse une photo de famille. Et ensuite, merci encore de votre temps et de votre présence. Merci. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes